Je vais reprendre donc les questions anatomiques, pour démarrer en tout cas. Et je vais aller assez rapidement, en tout cas sur le début de ces questions, puisque beaucoup d'entre vous ont encore en mémoire, j'espère, le cours de 2016. Donc la première chose que je vais faire, je vais m'abriter derrière cette revue de David Nell, qui a été publiée en 2007, donc une assez ancienne revue, qui met en relation les spécificités du comportement des humains avec l'évolution de leur cortex, vous allez voir. Donc le système nerveux, comme vous le savez, est d'abord constitué, comme chez les hydres, de petits réseaux de neurones, pas une espèce de filet de neurones, quoi, pas énorme. Et puis, dans d'autres espèces, le système nerveux s'est développé pour donner les ganglions, chez les arthropodes en particulier, et le système nerveux tel que nous connaissons chez les mammifères, chez les mammifères, oui, qui vient d'un tube chez les vertébrés d'une façon plus générale. Donc, ça fait 600 millions d'années à peu près qu'on s'est séparé des invertébrés, enfin des arthropodes, les mouches, les homards, tout ça. Et ce que je dis souvent, et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important, c'est que l'invention du tube nerveux est une très grande invention, parce que le tube, c'est un plan, hein, c'est un plan qui est refermé. Et évidemment, le plan, c'est bien parce qu'on peut l'agrandir autant qu'on veut. Quand il est trop grand, on peut le replier. Ça fait des plis, hein, ça se froisse comme un papier, et ça se met dans un crâne, même si le crâne ne grandit pas énormément. Donc en fait, avec l'invention du plan, il n'y a plus de limite, d'une certaine façon, à l'augmentation de la surface du cortex, puisque le cortex, comme vous le savez, est un plan, une surface assez grande, hein, 2 mètres carrés chez nous, mais de toute petite épaisseur, environ 4 mm hein, chez Sapiens. Ganglion ou plan, le système nerveux reçoit des informations de l'extérieur, de l'intérieur aussi. Il ne faut jamais oublier qu'on nourrit son cortex aussi de l'intérieur au niveau des informations et du cerveau lui-même. Le cerveau se parle à lui-même. Et les individus utilisent ces informations dans leur comportement. Donc en fait, c'est un système un tout petit peu sensorimoteur qui peut être rendu plus compliqué par les aires associatives en particulier. Donc le but d'un cerveau, c'est de percevoir, de se mouvoir, de se reproduire, de se nourrir, de communiquer, et puis voilà quoi. Donc avec le temps et la sélection naturelle, et si on veut s'en tenir au sol vertébré, le cerveau s'est évidemment complexifié et a développé un grand système de représentation interne, hein, qui est particulièrement important chez Sapiens, dont les pensées générées par le cerveau peuvent déterminer le comportement. Ce n'est pas le privilège des seuls humains, bien entendu, mais c'est chez eux que ce phénomène connexe à celui de la conscience, hein, parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit, et le plus poussé. Alors le cas des chimpanzés et des bonobos, donc 2 espèces différentes, comme vous le savez maintenant, est intéressant du fait de leurs fonctions cognitives qui sont exceptionnelles, il faut bien le reconnaître, par certains aspects assez proches des nôtres, mais dont j'ai souligné l'année dernière les limites quand nous avons comparé chez de très jeunes humains, environ 2,5 ans, et chez des bonobos et chimpanzés adultes, des comportements qui font appel à une cognition sociale et une théorie de l'esprit. Donc, on a vu que pour les humains, un sapiens de 2,5 ans est supérieur à un chimpanzé adulte pour ce qui est de la théorie de l'esprit et de la cognition sociale. Et d'un point de vue culturel, je le dis souvent, même si on admettra que la brindille à termites est importante, c'est quand même très loin de la bombe thermonucléaire, invention humaine. Bon, on peut s'en réjouir, on s'en attrister, mais c'est le cas. Cependant, nous sommes darwiniens et nous devons nous interroger sur l'évolution morphologique et physiologique du néocortex. Et je laisserai pour plus tard, mais assez rapidement, même aujourd'hui, je pense qu'on y arrivera, la question des mécanismes génétiques et cellulaires qui ont permis une évolution marquée par une augmentation de la taille du cerveau et des changements importants de sa structure
et surtout, et c'est un point essentiel, un changement très important de ses connexions. Hein, ça, c'est fondamental. Donc le néocortex à 6 couches, c'est une invention des mammifères. Et chez Sapiens, ce néocortex représente à peu près 80% du poids du cerveau. Je vous le rappelle, il y a deux cours. C'est un chiffre qui est d'autant plus considérable que le cortex ne contient que 20% des neurones. 80% sont dans le cervelet. Et ça veut dire que le poids des connexions, enfin, si on retire les cellules gliales, vous savez, qui sont assez importantes, les vaisseaux et tout, le poids des connexions, le poids des fibres, le poids des dendrites, le poids des épines dendritiques est énorme, hein, occupe énormément de place dans un cerveau. Et c'est ce qui rend compte de l'explosion de la signalisation et donc de l'explosion cognitive, d'une certaine façon, du cortex des sapiens. Alors il y a d'autres régions corticales qui sont plus anciennes, hein, comme le paléocortex, qui est organisé en 3 couches, avec comme structure majeure, vous la connaissez, c'est le cortex piriforme. C'est donc le cortex qui traite les informations olfactives. Et puis vous avez l'hippocampe, qui est une structure qui n'est pas vraiment du cortex, mais qui est quand même presque du cortex, et qui est une structure qui joue un rôle important dans la mémorisation, la cognition rapide, je dirais, avant que ce ne soit stabilisé dans le cortex à 6 couches. Et la frontière entre le cortex à 6 couches et le cortex à 3 couches est essentiellement déterminée par le domaine d'expression d'un facteur de transcription, une protéine homodomène qu'on appelle LHX2, voilà, LHX2, et qui est nécessaire absolument à la formation d'un cortex à 6 couches. Donc ce cortex à 6 couches, donc le néocortex, s'est installé après la séparation avec les sauropsidés, hein, aussi ici les sauropsidés, donc ça fait quand même pas mal de millions d'années, ce qui donne les oiseaux, les lézards, enfin toutes ces bestioles, là, les crocodiles, les tortues. Et donc le cortex à 6 couches s'est installé à ce moment-là. Et il doit être compris sur le plan un peu évolutif comme l'homologue du cortex à 3 couches des reptiles et de l'hyperpallium des oiseaux. Donc là, vous avez les mammifères, vous avez les reptiles qui ont un cortex à 3 couches, hein, un petit peu comme le cortex piriforme, ce qu'on appelle le paléocortex. Hein. Et puis, vous avez les oiseaux qui n'ont pas de cortex, d'une certaine façon, mais ils ont un hyperpallium, hein, qu'on peut voir ici. Et le nidopallium est aussi une homologie du cortex. Donc, les hémisphères cérébraux, chez nous, hein, peuvent être séparés dans une part supérieure, qu'on appelle une part dorsale, qu'on appelle le pallium, justement, et une part inférieure ou une part ventrale qu'on appelle le subpallium. Et chez les mammifères, le pallium comprend le cortex, l'hippocampe et une partie du complexe amygdalien, dont une autre provient du subpallium. Donc, vous voyez, par exemple, le subpallium, le pallium, c'est les régions dorsales, et le subpallium, c'est les régions ventrales. Vous allez voir ça tout de suite. Mais bon, j'ai déjà raconté ça plusieurs fois, donc vous pouvez aller chercher dans les cours que j'ai fait l'année dernière ou les années d'avant. Donc, je ne voudrais pas rentrer dans les détails, mais ce qui est important, c'est que Nel rappelle que même s'il n'y a pas de couche dans le cerveau des oiseaux, l'hyperpallium et le nidopallium reçoivent une innervation thalamique qui est similaire à l'innervation qui est reçue par la couche 4 du cortex des mammifères. Donc, vous voyez ici, vous avez cette couche 4, vous avez des neurones pyramidaux, vous avez aussi des petits interneurones, j'y reviendrai, mais vous avez des fibres thalamiques qui viennent innerver la couche 4. Et en fait, ce genre d'innervation, on le retrouve dans l'hyperpallium et le nidopallium des oiseaux. Donc il y a une sorte de similitude fonctionnelle, sinon anatomique. Et d'ailleurs, l'hyperpallium contient des aires sensorielles, visuelles et visuelles, donc, en même temps que le nidopallium contient, lui, des aires auditives primaires, donc, qui normalement sont évidemment dans le néocortex des mammifères. Alors l'expansion du pallium des oiseaux a joué le même rôle en fait que l'extension du cortex à 6 couches des mammifères. Et vous avez vu la semaine dernière, je vous ai parlé des corvidés, hein, des corbeaux. Hein. On a terminé avec les corbeaux, il me semble, qui ont des comportements assez élaborés, une taille de cerveau qui est proche de celle de certains singes, hein, rapportée au poids du corps, évidemment. Donc, ces corbeaux sont intelligents, c'est un bien grand mot, mais disons qu'ils ont des comportements sociaux assez complexes, y compris la capacité d'utiliser
des outils comme les brindilles pour aller chercher des asticots au fond des bûches. Enfin, ça, c'est vrai pour deux espèces de corbeaux, hein, ceux de Nouvelle-Calédonie et ceux des îles de Hawaï. Les liens de parenté précis entre les différentes structures sont aujourd'hui mieux compris grâce aux approches génétiques. Et ça, je vous le vois ici, par exemple, c'est-à-dire que les anatomies, c'est toujours un tout petit peu compliqué à démêler, mais par exemple, quand on voit ici que, par exemple, EMX1 en rouge ou 2LX1 en vert sont exprimés dans des régions identiques quasiment chez la souris, la grenouille, la tortue et le poulet, on peut dire vraisemblablement que ce sont des structures qui sont homologues à travers l'évolution. On appelle ça orthologue. Donc en rouge, c'est effectivement EMX1, c'est-à-dire la partie dorsale du pallium. Et ici, c'est DLX1, c'est-à-dire les parties c'est le subpallium, donc là, et ça serait le pallium. Et puis une région bleue qui est partout ici un petit peu indéterminée. Et ça, en tout cas, c'est ce qu'on pensait au moment où ce papier, qui est un papier vraiment très important en fait, a été publié par Marian Wassef, qui travaillait à l'école normale supérieure. Selon Neal et selon en fait pas mal d'auteurs, on peut penser que le mammifère original, ou originaire, primitif en tout cas, avait 15 aires corticales différentes, dont 2 aires visuelles, probablement 2 aires auditives, une aire auditive et 2 aires somatosensorielles, et une très forte composante olfactive. Le nez a joué un rôle très important, évidemment, très tôt au cours de l'évolution. Alors 15, le cerveau humain c'est 50-52, c'est ce qu'on appelle les aires de Brodmann, et que vous voyez donc ici, et ça prouve qu'en quelques années, enfin l'évolution des mammifères, eh bien 220 millions d'années, le nombre des aires est passé de 15 à 50, et c'est ce phénomène d'expansion qu'il nous faut évidemment comprendre. Alors comme je disais, il y a une augmentation de la surface, 2 mètres carrés chez nous, pas une grande augmentation de l'épaisseur, on en est toujours, enfin un petit peu quand même, on en est à 4 mm, comme je disais tout à l'heure, ce qui n'est pas énorme. Et cette augmentation accompagne souvent celle du poids du corps, ce qui définit, on en a parlé, le coefficient d'encéphalisation, qui est le rapport poids du cerveau sur le poids du corps. C'est un rapport qui est lié à la grande importance des fonctions sensorimotrices, puisque le cerveau est dès l'origine une structure qui permet de déterminer les fonctions motrices en fonction des informations sensorielles. De ce fait, comme j'ai fait remarquer au début du cours, certains mammifères, la souris par exemple, ont un indice d'encéphalisation qui est égal à celui des humains, parce qu'ils ont un très grand système sensoriel. Les souris sont extrêmement sensibles, les vibrisses des souris sont représentées énormément dans le cortex. Et ça ne dit rien de leur capacité cognitive. Donc, et ça nous place l'accent non pas seulement sur la taille du cortex, mais aussi sur l'importance relative des différentes aires qui constituent le cortex et sur la naissance de nouvelles connexions, sur la densité synaptique, je le répète. Donc cette augmentation de surface, elle est à l'origine d'une grande adaptabilité aux différentes niches écologiques, avec l'agrandissement ou la diminution relative de certaines aires, plus l'apparition d'aires nouvelles. Donc ces modifications sont rendues possibles par la très grande homogénéité de la structure du cortex. Vous voyez ici, par exemple, entre les aires sensorielles 1 et motrices 1, ici, vous voyez que d'un côté comme de l'autre, c'est quasiment le même cerveau. C'est-à-dire que si on déplace le bord, on peut le déplacer, c'est-à-dire réduire ici pour augmenter là, à travers une structure qui reste suffisamment homogène pour supporter ces modifications. Alors ensuite, évidemment, il y a les afférences qui viennent du thalamus, il y a les efférences qui vont vers le thalamus, qui doivent s'adapter. Mais la structure corticale est extraordinairement monotone et ennuyeuse. C'est toujours, au fond, la même chose. Voilà. Bon, mais ça a une fonction adaptative qui est extrêmement importante et surtout évolutive qui est extrêmement importante. Donc, on comprendra de ce fait assez facilement que si on introduit un nouveau domaine ou une nouvelle ère, ça implique, donc par exemple, je peux changer ou je peux introduire une nouvelle ère, faire un découpage, ça s'agrandit, puis il y a une nouvelle ère qui apparaît ici. Donc ça, c'est facile. Ce qui est moins facile, c'est les changements eux-mêmes très importants dans la connectivité.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir l'invention ou le déplacement d'une nouvelle aire sans changer toutes les connexions. Hein. Que si vous déplacez un truc dans votre appartement, il y a l'électricité, il faut changer, la flotte, il faut changer, etc. Donc, on change les connexions, les entrées, les sorties, et cela relativise, à mon avis, assez ce que disait François Jacob, que au fond, le néocortex, c'est un moteur sur une charrue. Pas étonnant qu'il y ait des accidents, mais disait-il. Mais en fait, ce n'est pas du tout un moteur sur une charrue. C'est-à-dire qu'on refait tout à chaque fois qu'on augmente la taille du cortex ou qu'on change sa structure. Et je crois que c'est un point, ce remaniement global du système est un point essentiel. Et nous avons vu évidemment que la marque de l'humain n'est pas tant la densité de neurones. En fait, la densité de neurones est plus faible chez Sapiens que dans d'autres espèces, mais c'est la place laissée aux arborisations axonales et dendritiques, le nombre des épines, je répète, l'augmentation de la quantité de cellules gliales, qui est plus forte chez Sapiens, on le verra. Et ça, c'est en rapport avec la myélinisation qui est nécessaire à la conduction rapide de l'influx nerveux d'une région à l'autre du cortex, ou entre les deux hémisphères, par exemple, mais aussi sur les neurones moteurs. Et puis le rôle des astrocytes en tant que partenaires de la transmission synaptique. On sait de plus en plus que ces cellules gliales ont un rôle en fait important à jouer dans la physiologie. Et puis en tant qu'usine énergétique, et ça je vous l'ai raconté l'année dernière, je ne vais pas y revenir. Alors au niveau cortical, des exemples de changements respectifs de surface relative sont pour les primates une augmentation des aires associatives et une diminution de certaines aires sensorielles. Alors, par exemple, pour l'aire visuelle primaire, comme appelle l'aire V1, celle qui est par là, c'est 19% du cortex chez les lémuriens, qui sont des singes assez primitifs, 12% chez les macaques, qui est déjà mieux, 6% chez les chimpanzés, on diminue encore, et seulement 3% chez nous. C'est-à-dire qu'en fait, même si notre cerveau a augmenté de 4 fois, entre les chimpanzés et les sapiens, les aires visuelles ont diminué de 2 fois. C'est-à-dire que l'augmentation n'est pas proportionnelle dans toutes les aires du cortex. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. D'une façon générale, l'agrandissement de la taille du néocortex s'accompagne d'une diminution des connexions cortico-corticales qui joignent deux régions du cortex au profit de connexions locales et d'autres connexions qui relient plusieurs aires qui coopèrent dans une tâche cognitive. Par exemple, voir et nommer. Voilà. Voir quelqu'un et nommer quelqu'un. Donc c'est une coopération cognitive qui implique des interactions assez fortes entre deux aires du cortex. Les cerveaux des grands singes ressemblent énormément au cerveau des humains, mais sont globalement plus petits. Voilà ici un macaque, voici un sapiens, et surtout sont des lobes pariétaux, temporaux et frontaux proportionnellement plus petits à l'avantage du lobe occipital. C'est-à-dire qu'en fait, plus on va vers Sapiens, et plus on augmente l'avant et plus on diminue l'arrière, pour faire simple. Donc là, c'est une dia qui vous montre, et c'est pour ça que je la ressors à chaque fois, parce qu'elle vous montre en fait qu'il n'y a pas de proportionnalité. Vous voyez ici le cortex préfrontal d'un macaque et d'un sapiens, c'est que la place occupée par ce cortex dans l'économie globale du cerveau est beaucoup moins forte que chez nous. Ça, c'est évident. Donc, l'autre chose que je dis souvent, et je ne vais pas y revenir trop longtemps, mais c'est important de le savoir, c'est que si vous regardez un gorille et des chimpanzés, on voit que la taille du cerveau augmente proportionnellement à la taille du corps, ou le poids du corps, mais ce n'est pas vrai quand on va chez Sapiens. C'est-à-dire que chez Sapiens, il y a une taille anormale du cerveau par rapport au poids du corps. Normalement, on doit avoir un cerveau d'environ 400 cm3. En fait, on a un cerveau de 400 cm3, c'est les fameux 900 cm3 de trop qui font de notre espèce une espèce à part, bien entendu. Bon, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir, mais c'est comme ça. Donc, il ne s'agit pas de différence homothétique. Quand vous agrandissez le cerveau, ce n'est pas un agrandissement au sens photographique du terme, quand on passe de Pan à Homo. Dans la lignée des hominidés, le cerveau a pris de plus en plus d'importance par rapport au poids du corps. Et cela, ça veut dire que chez les hominidés, la croissance du cerveau, c'est une affaire d'encéphalisation, c'est-à-dire plus de cerveau par poids de corps, en gros. Ça, c'est ce que j'appelle la quantité.
mais aussi de modification, parce que ce n'est pas homothétique, de la structure cérébrale, et ça c'est ce qu'on pourrait appeler la qualité, avec plus d'importance donnée aux régions les plus frontales du cortex. Donc, comme je viens de le dire, c'est l'homogénéité de la structure qui a permis cette évolution du néocortex. Donc, dans le cerveau, il y a une grande diversité de neurones, avec deux catégories principales. Il y a les neurones glutamatergiques, qui sont excitateurs, et les neurones GABAergiques, qui sont inhibiteurs. Il y a d'autres trucs, mais bon, ça, c'est les grosses parties. Hein. C'est 80 et 20% des neurones du cortex cérébral. Alors, ça, c'est 80 plus 20, ça fait 100, donc c'est un petit peu exagéré. Il y a quand même d'autres types cellulaires, d'autres types neuronaux. Mais c'est quand même l'essentiel. Les neurones excitateurs sont les neurones pyramidaux. Ils s'appellent pyramidaux du fait de leur forme. Ils ont des projections à grande distance, cortico-corticales, cortico-spinales pour les neurones moteurs. Et ils reçoivent, vous voyez, quand je pense que je dois faire mon bras comme ça, il y a un pyramidal qui a été faire un mouvement volontaire en descendant au niveau de la commande des motoneurones au niveau de la moelle, enfin à ce niveau-là. Là. Donc les neurones inhibiteurs, ces neurones pyramidaux reçoivent des connexions du thalamus, qui est un relais sous-cortical et des entrées sensorielles, mais aussi des sorties motrices. C'est-à-dire quand je sors, je passe par le thalamus, quand je rentre, je passe par le thalamus, sauf pour les fibres olfactives qui vont directement, qui n'ont pas de relais thalamique. Et les neurones inhibiteurs, ce sont des interneurones qui établissent des connexions locales, essentiellement, y compris sur les neurones pyramidaux et surtout sur les neurones pyramidaux. Donc ils jouent un rôle majeur dans la plasticité du cortex cérébral, dans l'apprentissage. Ils sont impliqués dans beaucoup de maladies psychiatriques, comme je vous l'ai dit, je crois, l'année dernière. Alors, les deux catégories cellulaires n'ont pas la même origine, hein, ça on le sait, c'est-à-dire que les neurones pyramidaux sont générés au niveau de la zone ventriculaire, ça c'est chez une souris, alors que les interneurones sont générés à partir de ce qu'on appelle les éminences ganglionnaires. Donc là on est dans le pallium, et là on est dans le subpallium. Donc ça c'est dorsal, et ça c'est ventral par rapport au... Et donc il y a une migration, là c'est une migration radiaire de ces neurones pour aller envahir les 6 couches du cortex, et là c'est ce qu'on appelle une migration tangentielle. Donc ça c'est chez la souris, c'est vrai aussi chez Sapiens, même si le groupe de Pascoe-Rakic a proposé que certains interneurones pourraient être générés dans la zone subventriculaire. Alors c'est quelque chose qui est... Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, certains le reprennent, certains disent que ce n'est pas vrai. Mais bon, pourquoi pas, je veux dire, moi je ne suis pas sectaire. Donc ces neurones GABAergiques inhibiteurs sont de plusieurs catégories. Hein. Vous voyez ici, par exemple, vous avez, je pense que ici j'ai marqué parvalbumine, somatostatine, NPY et calréticuline, je crois. Donc en fait, il y a plusieurs types de neurones qui vont aller innerver, donc se coller dans le cortex, pour beaucoup d'ailleurs dans la couche 4 du cortex. Donc, certains auteurs, donc, je vous dis, ont proposé, donc ça c'est ce que je viens de vous dire déjà, c'est pas la peine. Donc la neurogénèse, en particulier dans la zone ventriculaire, se fait à partir de glis radiaires. Donc c'est ici, vous avez les cellules du neuroépithélium qui donnent naissance à des glis radiaires. Dans certains cas, une glie radiaire se divise pour donner tout de suite une autre glie radiaire et un neurone. Donc ça, c'est vraiment typiquement ce qu'on appelle une cellule souche. Mais dans certains cas, vous avez la formation de ce qu'on appelle un progéniteur basal ou intermédiaire progéniteur qui, lui, va proliférer avant de se différencier en neurones. Et ça, c'est un système qui est très utile quand on veut augmenter le nombre de neurones. Hein. Et ensuite, ces neurones migrent le long des glis radiaires. Alors, les neurones qui sont générés migrent eux-mêmes le long des glis radiaires. C'est ce qu'on appelle la migration radiaire. Et les neurones les plus superficiels sont faits après les neurones les plus bas. C'est-à-dire que chaque fois, on passe par-dessus les neurones. Donc, c'est ce qu'on appelle la migration en inside-out. Donc, ça, c'est le nombre final de neurones et un résultat par rapport à la croissance d'un cerveau, c'est important. Et le résultat entre la mort cellulaire, les neurones meurent, au moins 50% des neurones meurent, parfois c'est beaucoup plus que ça, donc la mort cellulaire est un phénomène tout à fait normal. Et
Donc, et aussi le nombre de cellules qui est généré, hein, entre la mort et la survie, et le nombre de cellules générées. C'est-à-dire que et le nombre de cellules générées, c'est quelque chose qui joue sur la durée du cycle cellulaire. C'est-à-dire que plus mon cycle cellulaire est court, plus je fais de neurones dans le même espace de temps. Donc si j'ai une période de croissance qui est très longue, et en même temps je raccourcis le temps qu'il me faut pour me faire 2 neurones avec 1, ou 2 IP, progéniteur intermédiaire, alors je vais augmenter mon nombre de cellules, et vous verrez, c'est ça qui se passe chez nous, ce qui s'est passé chez nous, et qui rend compte de l'organe monstrueux qu'on a au-dessus du cou, quoi. Donc, bon. Alors, cette question de la migration radiaire, elle prend un sens très particulier parce que, si vous voyez ici la division en régions du cerveau, avec les 50 ou 52 aires corticales, et ça correspond probablement à des différences d'expression de gènes entre les différentes régions. Hein. Et l'idée, c'est que cette modification, cette différenciation, cette compartimentation de l'expression génétique, elle se faisait au niveau du neuroépithélium, c'est-à-dire tout en bas. Et si ça c'est vrai, ça veut dire que la migration radiaire est importante parce qu'elle permet de conserver pendant toute l'épaisseur du cortex l'information qui est générée au niveau d'une seule couche cellulaire de neuroépithélium. Donc ça, c'est super sympa et c'est super simple à comprendre. Mais c'est aussi simpliste parce qu'en fait, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Il y a probablement un pré-pattern qui est lié à ça, mais ensuite, les afférences thalamiques, tout ça joue un rôle dans la confirmation du pattern et surtout dans les grands cerveaux, dans lesquels il y a pas mal, vous le verrez, on l'a vu l'année dernière, mais vous le reverrez peut-être, de déperdition topologique dans la migration des cellules. Donc, déperdition topologique, c'est-à-dire qu'une cellule ne va pas forcément tout droit, quelqu'un peut partir comme ça. À ce moment-là, il faut qu'elle change d'identité. Donc, je crois qu'on peut plutôt proposer un processus mixte avec une sorte de pré-patterning d'origine génétique au niveau du neuroépithélium et une possibilité ultérieure de modification qui est liée, elle, à l'activité, qui est liée aux afférences. Bon. Oui, je crois que même on peut dire que c'est comme ça que ça se passe, même si ça, c'est plus élégant, quoi. C'est plus simple. Mais bon, ce qui est simple n'est pas toujours vrai, même si c'est plus souvent faux en biologie, en tout cas. Donc, la diapositive ici, elle vous propose un scénario d'évolution, qui, vous voyez, par exemple, ici, j'ai frontal, temporal, pariétal et puis occipital. Et là, j'ai eu un agrandissement d'ordre photographique. Vous voyez, j'ai augmenté la taille de mon cerveau, comme ça. Donc ça, c'est homothétique. Et quand j'agrandis, je laisse de la place pour l'insertion de nouvelles aires, par exemple. Donc l'aire blanche, là, elle n'était pas là, mais elle devient là. Et ça, vous voyez, ça modifie toutes les connexions. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir une nouvelle aire sans avoir de nouvelles connexions. Donc ça, c'est probablement une des choses les plus importantes. Et ce que je vous ai mis en bas, alors tout ça n'est pas mutuellement exclusif. Ma fiancée qui me téléphone devrait savoir que je suis en cours à ce temps-là. Donc là, vous augmentez la taille du cerveau et en même temps, vous bougez les bords. C'est-à-dire qu'on n'a pas introduit un nouveau compartiment, mais je suis passé de là à ça, et puis ensuite, je bouge les bords. Là, ce bord-là va se déplacer ici, celui-là ici, et je vais arriver à un truc comme ça. Ça fait que je vais avoir augmenté le frontal, diminué l'occipital, et dans le schéma que j'ai choisi ici, j'ai gardé le temporal et le pariétal de même taille. Et ce mécanisme de shift de bord est extrêmement important au cours de l'évolution. Il est lié lui-même, et je n'y reviendrai pas cette année, sur des différentes expressions de gènes de développement qui sont exprimées de part et d'autre de chaque bord. Donc, comme je disais, ce ne sont pas des phénomènes qui sont mutuellement exclusifs. Ils ne sont pas mutuellement exclusifs, et en même temps que vous faites ça, évidemment, vous devez changer aussi tout ce qui est sous-cortical. Donc, si une nouvelle aire apparaît dans le cortex, ou si une aire change de taille dans le cortex, une nouvelle aire doit aussi apparaître ailleurs, ou un nouveau noyau doit apparaître ailleurs, en particulier dans le thalamus, puisque le thalamus projette sur les régions du cortex, et donc les divisions qu'on a dans le cortex
on les retrouve au niveau du thalamus, hein, soit pour rentrer, soit pour sortir. L'exception faite évidemment de l'odorat. Donc, pour revenir aux connexions, hein, dans cette diapositive, vous voyez les interactions, par exemple, au niveau, ici, voilà, vous avez le thalamus qui arrive, donc j'ai des afférences sensorielles, par exemple, j'ai une stimulation visuelle, hein. Donc, je passe par les noyaux visuels, le LGN du thalamus, dorsal en l'occurrence, du coup, et je vais aller connecter, me mettre dans la couche 4, hein, je vais aller faire une afférence ici sur mes neurones pyramidaux, et puis ensuite, eh bien, j'ai des sorties, et alors je peux ressortir par ici, hein, une réponse, mais bien entendu, je vais interagir avec d'autres régions du cortex. C'est ça qui est important. Par exemple, si ça c'est l'aire visuelle primaire, là je peux avoir une aire visuelle secondaire, donc je vais aller vers la couche 4, et ça c'est mon cerveau parle à mon cerveau. Hein, donc, et puis ici, je peux aller encore à une aire supérieure, d'ordre supérieur, je peux encore aller à la couche 4 ici, et évidemment, j'ai des réponses en feedback. Donc finalement, je crée un système de loop, de circuit qui est assez complexe, hein. Vous voyez, visuel primaire, secondaire, tertiaire, etc. Et vous voyez que ça peut prendre, alors ici vous avez la rétine, ici vous avez le thalamus, et puis là vous rentrez dans un circuit de connectivité qui est extrêmement important et qui permet de traiter le signal visuel, pas uniquement comme un appareil de photo qui dit bon bah là il y a une tour, mais qui se dit cette tour, elle me rappelle la tour quand j'étais petit ou quand j'allais à la messe avec ma mère. Moi, je n'ai jamais été à la messe, mais quand j'allais, je ne sais pas où, à la pêche avec mon papa, je n'allais pas non plus, mais bon, c'est pas très grave. Il y avait une tour comme ça et le phare lui ressemblait, et c'est là que j'ai rencontré la fiancée de ma vie, qui n'est pas le cas. Et donc tout ça, ça se parle, hein. Et évidemment, le cerveau se parle à soi-même et rentre à la fois des souvenirs, des émotions. Et donc, ça, c'est pour le système visuel, mais on peut sortir du système visuel pour aller parler à d'autres systèmes, en particulier par le biais des aires associatives. Donc, il y a en particulier quelque chose que je trouve... alors, ces couches se sont considérablement agrandies, évidemment, avec l'évolution, hein. Vous voyez ici, par exemple, chez les rodents, les souris, quoi, les primates non humains et les primates humains, vous voyez que vous avez, même si l'agrandissement n'est pas énorme, il y en a, avec plus de couches pour des neurones pyramidaux, et aussi, au niveau de ces régions-là, de 3-4, vous avez une grande avancée de vos neurones, vos interneurones, qui viennent réguler les sorties pyramidales. Donc, plus de neurones pyramidaux, plus d'interneurones dans la couche 4. Voilà. Donc, si on s'engage un peu sur un terrain dangereux, qui est le terrain de la pensée ou de la conscience, on peut évidemment suggérer que, je viens de le faire, qu'il y a un changement évolutif majeur en termes de flexibilité cognitive, concerne le fonctionnement des connexions en feedback, hein, le retour, que je n'ai pas marqué partout, qui viennent des centres supérieurs. Par exemple, les aires associatives dont je vous parlais tout à l'heure. Alors là, c'est assez illustré dans ce schéma que je reprends là, où on voit que les régions de calcul inférieures, hein, intermédiaires et supérieures, pour regarder que ça, sont accompagnées d'interactions en retour. Donc, au cours de l'évolution, les connexions cortico-corticales auraient pu se modifier de telle sorte que les pensées, hein, qu'on peut comprendre comme des sensations d'un type particulier, finalement, penser, c'est une sensation d'un type particulier, puissent agir sur le comportement indépendamment des ou en parallèle avec, hein, si on introduit une boucle thalamocorticale, des informations qui sont revenues de l'environnement. Hein, ce que je disais tout à l'heure, je vois un truc et ça me fait penser à quelque chose, et ça stimule évidemment mon cortex. Donc, ça veut dire que l'activité cérébrale crée son propre environnement sensoriel ou fait office, d'une certaine façon, d'information sensorielle. Donc, on peut imaginer, par exemple, c'est une touche un petit peu personnelle, mais
l'hypothèse selon laquelle les émotions ou d'autres états mentaux qui ne sont pas liés ce coup-ci à des stimulations sensorielles, externes directes, mais qui sont générées de l'intérieur, puissent passer par les systèmes dopaminergiques de l'aire tegmentale ventrale, qui est un petit noyau dont je vais vous parler, qui appartient au système limbique, et que ces systèmes joueraient le rôle de transporteur de cette information sensorielle d'un genre particulier. Comme si, vis-à-vis du cortex, cette structure dopaminergique mésencéphalique jouait pour les émotions au sens large, anxiété, plaisir, au niveau du cortex, le rôle que joue la rétine pour la vision, tout simplement. Et ce n'est pas la rétine, c'est un truc interne. Donc c'est un point qui a son importance parce que ces neurones de l'aire tegmentale ventrale se projettent sur l'ensemble du cortex, et tout particulièrement au niveau des aires qui interviennent dans la régulation de l'humeur ou des états anxieux. Ces neurones synthétisent la dopamine, donc, je vous l'ai dit, qui est un neuromédiateur qui est impliqué dans de nombreux troubles psychiatriques et neurologiques. Mais ils expriment aussi une protéine que j'aime beaucoup, qui s'appelle le TX2, qui est un facteur de transcription qui est lui aussi impliqué dans les troubles de l'humeur, comme cela a été démontré par Clémentine Vincent dans mon laboratoire, mais aussi et plus récemment par l'équipe d'Eric Nestler, qui, dans un papier publié au mois de juin de cette année, donc, a démontré que si on prend des souriceaux et qu'on leur fait subir un stress on les sépare de leur mère, enfin un stress pendant leur adolescence, c'est-à-dire entre le 17e, le 10e et le 20e jour de la vie postnatale, quand ils sont encore petits, quoi. Si on leur fait ça, quand ils sont grands, ils deviennent très sensibles à des stress. C'est-à-dire que, par exemple, si on les met dans une situation de défaite sociale, ils supportent très très mal. Ils vont les mettre dans un coin, ils sont plutôt... Donc ça, c'est embêtant. Ce qui est intéressant, c'est que ce stress, pour qu'il développe ce système de sensibilité, par exemple à la défaite sociale chez un adulte, il faut que le stress ait été fait pendant une certaine période, ni trop tôt ni trop tard. Donc il y a une période de sensibilité comme une période critique pendant laquelle ces neurones sont sensibles. Alors, pourquoi je dis ces neurones? Parce qu'en fait, ce que Eric et ses collègues, ou plutôt Catherine Peña et ses collègues dans le laboratoire d'Eric Nestler ont démontré, c'est que, alors vous voyez ici la défaite sociale, ce qu'ils ont démontré, c'est que c'est lié, au moment où on fait ça, à une baisse de l'expression de TX2, un facteur de transcription, dans ces neurones dopaminergiques, au moment où on fait cette stimulation désagréable, quoi, pour ces petites bêtes. Et plus tard, le niveau d'expression est le même. Donc là, vous avez une baisse qui est liée, en fait, au stimulus négatif, par exemple, séparation avec la mère. Donc, et puis, mais après, tout est normal, ils ont le même niveau de TX2 que leurs copains, mais ils sont devenus très, très susceptibles. Ici, un test de défaite sociale. Et pour voir si c'était lié effectivement à la baisse de TX2 dans les neurones dopaminergiques, ce qu'ils ont fait, c'est de faire un knockdown de TX2, c'est-à-dire qu'ils ont supprimé une grosse partie de TX2 dans ces neurones chez les animaux, et ils ont vu qu'on pouvait voir qu'ils étaient devenus très sensibles au test de défaite sociale, y compris chez l'adulte. Et en revanche, et à contrario, si on surexprime au TX2, eh bien on voit qu'ils sont beaucoup moins sensibles à cette défaite sociale chez les jeunes et aussi chez les adultes. Donc en fait, c'est assez amusant parce que c'est probablement quelque chose qui est lié, si vous voulez, à ces périodes critiques pendant lesquelles il y a une certaine plasticité. Et il se trouve que Clémentine semble avoir démontré, ce n'est pas encore tout à fait terminé, mais enfin, ce qu'on sait, c'est que ces périodes critiques dans le cortex, elles sont liées à l'arrivée de TX2 qui se trouve dans tous les neurones, y compris dans des neurones du cortex préfrontal et dans des neurones de l'amygdale
qui sont des structures qui sont impliquées dans ces états anxieux. Donc, on pourrait avoir la protéine qui est à la fois d'origine VTA, c'est-à-dire dans le neurone dopaminergique, mais aussi d'origine du plexus choroïde, dans ce cas-là, qui pourrait jouer un rôle dans cette stimulation sensorielle interne, d'une certaine façon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est relativement... ce papier était de Nestler et de ses collègues était vraiment très important. Enfin, moi, je trouve que c'est un joli papier qui va nous amener d'ailleurs à accélérer un petit peu la vitesse à laquelle nous travaillons. Donc, je vais bientôt discuter la question de l'augmentation de la taille du cerveau et des restructurations qui l'accompagnent, soit du fait de l'apparition de nouvelles aires, soit du fait de la restructuration des connexions, très certainement des deux. Mais avant d'arriver là, il faut aussi insister, et ça j'insiste toujours là-dessus depuis que vous me connaissez, sur le fait que les neurones, c'est seulement 10% des cellules dans un cerveau. Le cerveau, il est riche en vaisseaux sanguins qui apportent l'oxygène, le glucose, il est riche en cellules gliales, en astrocytes, en macrophages, qui sont en fait des monocytes périphériques qui ont envahi le cerveau via le placenta au cours de l'embryogenèse. Il est riche en oligodendrocytes, qui sont les cellules qui font de la myéline, je vous dis, qui permettent de communiquer très rapidement entre deux régions. Ces éléments, ils participent aussi à l'augmentation de la taille. On n'imagine pas un cerveau purement neuronal. L'homme neuronal, excusez-moi, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'un cerveau purement neuronal, ça ne peut pas fonctionner. Donc je vais m'attarder un petit moment sur le rôle des astrocytes. Ce sont des cellules qui partagent la même origine que les neurones. Ce sont des dérivés neuroectodermiques, comme les neurones et comme les oligodendrocytes d'ailleurs, pas comme les microglies qui sont d'origine monocytaire périphérique. Et donc ils jouent un rôle métabolique très important. J'en ai souvent parlé. Le cerveau qui fait 2% du poids du corps chez Sapiens, c'est déjà beaucoup. Consomme quand même 20% de son énergie quotidienne, donc c'est un organe très très consommateur d'énergie. Et je vous ai souvent dit que les astrocytes jouent un grand rôle dans cette fourniture d'énergie aux neurones. Je vous ai aussi souvent dit que probablement que la base essentielle des maladies neurologiques et psychiatriques, c'est un problème métabolique, c'est-à-dire que les neurones sont toujours au bord de la crise métabolique, parce qu'ils consomment trop d'énergie par rapport à ce qu'on peut récupérer de l'extérieur. À un moment, ils abandonnent. J'y reviens pas, j'en ai beaucoup parlé dans les années précédentes. Je vais m'intéresser plutôt à ce qu'on pourrait appeler l'intelligence de l'astrocyte. Pendant longtemps, on a pensé, il y en a qui le pensent encore, que les astrocytes sont juste des cellules support, une sorte de cendrillon du système nerveux, homogènes à travers le cerveau, complètement homogènes, et qui apportent de l'énergie, effectivement, aux neurones. Voilà. Mais en fait, il y a eu la première démonstration de l'hétérogénéité des astrocytes. En fait, elle vient de mon équipe. Elle a été publiée en 84, donc c'est pas d'hier, c'est vrai. Puis elle a été élargie en 87, parce qu'à l'époque, ce qu'on avait observé, c'était un drôle de truc, en fait. On avait pris des neurones dopaminergiques de la substance noire, qui sont des neurones qui sont dans le mésencéphale. On les avait fait pousser soit sur des astrocytes du mésencéphale, soit sur les astrocytes du striatum. Et vous voyez qu'ils ont une morphologie différente. C'est-à-dire qu'en fait, suivant le type d'astrocyte, la cellule avait une morphologie différente. D'ailleurs, c'est ça qui m'avait amené à l'époque, en 84, donc, puis en 87, on avait étendu à d'autres types cellulaires, à d'autres régions. C'est ça qui m'avait amené à m'intéresser aux génoméotiques. Parce que, vous voyez qu'il y avait un lien entre la forme et la région, parce que les deux neurones là sont de la même, les neurones aussi sont de la même région, et là ils ne sont pas de la même région. Il y a un changement de forme. Et les changements de forme en fonction des régions, c'est quelque chose qui m'a à l'époque fait penser aux gènes homéotiques, aux homéogènes, puisque par définition, l'activité des gènes homéotiques fait le lien entre forme et position. Vous savez, dans une mutation homéotique, par exemple, les cellules embryonnaires antennapédia, qui devraient donner une antenne, s'imaginent qu'elles sont dans la position deuxième segment thoracique, elles font une patte à la place d'une antenne. Vous avez des mouches monstrueuses qui ont une patte à la place de l'antenne, ou une aile à la place de l'œil, qui est absolument dégoûtant. Mais
c'est parce qu'ils interprètent mal leur position du fait d'une mutation d'un gène homéotique. Donc c'est ça qui nous avait intéressé des alterations génoméotiques sur lesquelles nous travaillons depuis maintenant, j'ose pas le dire, donc une trentaine d'années. Voilà. Donc ça, ce fut quand même la première démonstration de la diversité fonctionnelle des astrocytes, qui est aujourd'hui évidemment pleinement reconnue. Et dans la diapositive 12, maintenant, vous voyez, cette diversité est absolument extraordinaire. Vous voyez par exemple ici des astrocytes protoplasmiques qui font un lien entre les vaisseaux sanguins et puis qui en fait jouent un rôle dans la formation des jonctions serrées, donc de la formation de la barrière hématoméningée au niveau des vaisseaux. Vous savez qu'on passe très mal du vaisseau au cerveau, parce qu'il y a des jonctions serrées. Et la formation des jonctions serrées se fait sous contrôle des pieds astrocytaires des astrocytes protoplasmiques, mais qui font aussi un lien avec les neurones, c'est-à-dire qu'ils sont capables de pomper tout ce qu'il faut à partir des vaisseaux pour, vous rappeler, transformer le glucose en lactate et donner du lactate aux neurones, qui est une source d'énergie très importante pour les neurones, le lactate. Donc ça, c'est un type d'astrocyte. Mais vous avez aussi des astrocytes comme les glies de Bergman, hein, qui sont en fait comme les glies radiaires, hein, dont je parlais tout à l'heure, le long desquels les neurones migrent au cours de la différenciation. Et puis, vous avez des astrocytes qui sont dans la matière blanche, où il y a de la myéline, et qui font des contacts avec ce qu'on appelle les nœuds de Ranvier entre, ça c'est de la myéline, et donc il y a un rôle à jouer ici dans la régulation de l'expression, en particulier des canaux potassiques. Puis ici, vous avez d'autres astrocytes, qui sont des astrocytes qu'on appelle des cellules de type, ici, là, qui sont des astrocytes qui sont en fait des cellules souches, qui existent chez l'adulte et qui sont dans la zone sous-ventriculaire et qui donnent de nouveaux neurones et même de nouveaux oligodendrocytes après différenciation. Donc ça, c'est vraiment très rigolo. Et puis chez l'adulte, vous avez aussi des astrocytes qui jouent un rôle important dans la signalisation. Par exemple, cet astrocyte ici, quand vous le stimulez, il est dans le cortex visuel, et là aussi, et quand vous le stimulez par photoactivation, on met des canaux qui sont sensibles à la lumière, on peut donc stimuler avec un rayon laser l'astrocyte, et bien ici, il va interagir avec les neurones d'arvalbumine, qui sont des petits neurones, voilà, qui sont ici, hein, ils sont là. Ils vont donc augmenter l'activité de ces neurones. Pour les somatostatines, il peut les augmenter ou diminuer leur activité, mais on voit qu'ils jouent un rôle, donc il y a une hétérogénéité extraordinairement importante, et cette hétérogénéité, on la retrouve aussi au niveau topologique. Oui, par exemple, ça ressemble vraiment à ce que je vous racontais au début avec les gènes homéotiques. Par exemple, vous avez le long ça c'est une section de tube nerveux, et au cours du développement, vous avez une expression différente de gènes de développement depuis la partie la plus dorsale à la partie la plus ventrale. Et ça vous crée des compartiments dans le système nerveux, exactement comme il y a des compartiments dans le neuroépithélium, ce dont je vous parlais tout à l'heure, les aires de Brodmann, ce qui va donner naissance par exemple aux aires de Brodmann après pas mal de modifications bien entendu. Et les astrocytes qui sont dans ces différentes régions ont différentes propriétés, et qui ces propriétés sont liées à l'expression de gènes de développement qui sont vraiment exprimés différents dans ces différents territoires. Et ça, de nouveau, ça peut avoir un rôle important. Par exemple, pour la survie des motoneurones, on a besoin d'une protéine qui est exprimée uniquement par les astrocytes qui sont en contact de ces motoneurones, par exemple CEMA3A, qui est un morphogène, et tout à fait impliqué dans la survie de ces motoneurones. Vous voyez ça ici. Si vous supprimez CEMA3A dans les astrocytes au niveau des motoneurones, eh bien, vous avez une dégénérescence de vos motoneurones alpha liée à l'expression de CEMA3A dans ces astrocytes, mais c'est uniquement dans ces astrocytes-là que CEMA3A est exprimé. Donc, une hétérogénéité très importante et très intéressante, bien entendu, parce qu'on n'imaginait pas, il y a simplement une vingtaine d'années, ça peut vous paraître long, 20 ans, mais bon, ça passe relativement vite, finalement. On n'imaginait pas il y a une vingtaine d'années qu'il y avait une telle complexité, une telle participation de ces cellules non neuronales dans la physiologie du système nerveux. Et en fait, ça rajoute une couche. Alors, il n'y a pas que le neurone, quoi, c'est ça que je voulais dire, en gros, quoi. Juste retenez ça, c'est pas la peine d'aller plus loin. Et l'homme dans tout ça. Alors, est-ce qu'il est vraiment intéressé au niveau cognitif par la fonction astrocytaire?
Alors, il y a un papier qui est un petit peu provocateur. Hein, le titre est provocateur, c'est « Une souris plus intelligente avec des astrocytes humains ». Donc, ils ont pris des astrocytes humains et ils les ont injectés dans un cerveau de souris. Donc ça, c'est... Donc, les auteurs rappellent que les humains ont un gros cerveau. Hein. Mais on est battu quand même par les éléphants et par les baleines. Et on dit, ouais, mais ils ont un plus gros corps. Oui, d'accord, mais bon, l'encéphalisation est plus importante chez les musaraignes que chez les humains, donc par rapport au poids du corps. Donc tout ça doit être pris avec un tout petit peu de... Mais, vous savez, évidemment, il y a la question de la taille relative des différentes aires, mais il est possible que les astrocytes jouent un rôle important là-dedans. Donc ces jeunes gens donc, ont pris les astrocytes et les ont... alors, ce qu'on regarde, par exemple, si vous regardez dans l'expression, l'augmentation de pas mal de facteurs qui sont importants, je ne vais pas vous les donner leur fonction, et qu'on regarde dans les cerveaux humains par rapport au cerveau de primates non humains, par exemple les macaques, je ne pense pas que c'était fait chez les chimpanzés, on ne peut pas travailler sur les chimpanzés. Mais vous voyez qu'il y a certains facteurs dont l'activité est très nettement supérieure, hein, ou similaire, mais supérieure, et ce sont des augmentations qui se trouvent, par exemple, dans les glies, ou dans les glies et dans les neurones, ou dans les neurones seuls. Mais en fait, les glies jouent quand même une fonction assez importante dans cette affaire. Donc on peut dire, est-ce que les glies humaines ont un rôle particulier par rapport aux glies de souris, hein? Donc ils ont injecté ces glies humaines, ces astrocytes humains dans des cerveaux de souris. C'est pas interdit. Hein. Et les astrocytes se sont développés. Et ils ont migré là-dedans et ils ont gardé leur taille d'astrocytes humains, qui sont plus gros. Hein. Ils ont gardé aussi leur morphologie humaine, qui est plus complexe que la morphologie des astrocytes de souris. Ils sont intégrés dans le réseau astrocytaire de souris avec lesquels ils ont établi ce qu'on appelle des jonctions communicantes, parce qu'en fait, il y a plein de canaux entre les astrocytes qui font qu'en fait, c'est une sorte de syncytium d'astrocytaire. Et ce que ces braves collègues ont démontré, c'est qu'à partir de coupes d'hippocampe, si on fait de l'activité électrophysiologique et qu'on regarde ce qu'on appelle la potentiation à long terme, c'est-à-dire la capacité qu'après une première information, la deuxième arrive plus vite, enfin, que le réseau apprend une information, c'est-à-dire que le délai de réponse est plus court et surtout plus élevé, la réponse est plus élevée à la deuxième ou enfin, une deuxième. C'est des trains d'excitation, et puis ensuite on regarde un deuxième train d'excitation, il répond plus rapidement et mieux, donc il a appris, quoi. Ce qu'on appelle la potentiation à long terme, eh bien, apparemment, c'est augmenté chez ces souris, hein, et elles ont aussi des comportements qui sont meilleurs dans un labyrinthe, elles s'y retrouvent plus rapidement, enfin, elles sont plus intelligentes, quoi, voilà. Donc, c'est assez amusant, hein, bon, on peut critiquer certaines choses, je pense qu'il manque dans ce papier, il manque des contrôles. On aurait pu implanter des astrocytes de primates non humains, on aurait pu prendre des astrocytes de chimpanzés pour voir si les astrocytes de chimpanzés sont moins intelligents que les astrocytes humains. Mais bon, c'est plus facile d'avoir des astrocytes humains que des astrocytes de chimpanzés. Hein, c'est moins protégé, l'homme. Donc, voilà. Enfin, c'est juste pour attirer votre attention qu'il n'y a pas que le neurone dans la vie. Ce qui est rassurant, parce que bon, on perd facilement ces neurones. Donc, par ce biais astrocytaire, donc je vais revenir un tout petit peu à la spécificité humaine sur le plan cognitif. Donc, vous le savez que notre espèce est caractérisée par un haut niveau culturel, une vie sociale complexe, un langage qui ne se limite pas à un simple outil de communication, etc. Et donc, il y a une demande métabolique considérable. Et on peut voir que, par exemple, si on regarde le rapport glie-neurone, il est plus fort chez Sapiens que chez tous les autres primates. Hein. Même
le chimpanzé. Hein. Et que ce rapport diffère en fonction des différentes régions corticales. Et dans les régions qui sont les plus cognitives, entre guillemets, les plus frontales, ce rapport est plus important, on a plus de glis par rapport aux neurones que dans d'autres régions. Donc, de ça, de nouveau, c'est important quand on regarde le nombre de cellules dans un cerveau. Bon, il faut inclure les astrocytes, il faut inclure les oligodendrocytes, il faut inclure les neurones. Donc, on ne peut pas avoir de vision absolument simpliste de toutes ces affaires, d'autant plus qu'il y a aussi les macrophages, et qu'un jour, on va découvrir que les macrophages sont intelligents. Je m'y attends. Ben oui. On va prendre des macrophages humains, on va les injecter à des souris, on va se rendre compte qu'elles font des trucs formidables. Donc, c'est une manip que je suggère à ceux qui manquent d'imagination, qui ne savent pas quoi faire dans leur laboratoire. Ils donneront le résultat. Je ne demanderai pas à signer le papier. Donc, je passe un tout petit peu, parce que bon, tout ça est un intérêt moyen. Enfin, en fait, c'est pas si inintéressant que ça, mais bon. Je ne vais pas revenir trop longtemps là-dessus, parce que je vous en ai parlé. Et maintenant, je vais aussi vous dire un truc, vous parler d'un truc dont j'ai parlé un petit peu l'année dernière, et en plus, j'ai plein de choses nouvelles à vous dire. Et évidemment, il est déjà 6 heures. On fera un cours l'année prochaine encore sur le singe, hein, je veux dire, c'est pas un problème. Je suis un peu ralenti aujourd'hui parce que j'ai eu un week-end compliqué. Je prie de m'excuser. Peut-être que c'est mieux pour vous quand je suis ralenti, peut-être d'ailleurs, c'est pas impossible. Donc, ce que je veux vous raconter ici, c'est ce que j'ai dit l'année dernière, c'est la différence de nouveau entre l'homme et le singe. On peut comparer les associations entre deux régions corticales en regardant par résonance magnétique RMI, ce qu'on appelle, donc regarder un tout petit peu la consommation de... Il y a différentes façons de faire, mais là, on regarde la consommation de glucose, de l'oxydation d'oxygène, parce que plus ça marche, plus l'oxygène est oxydé, et donc on peut voir des modifications, on peut regarder un tout petit peu le système redox au niveau de l'hémoglobine, pardon, on peut regarder le système redox au niveau de l'hémoglobine, et donc vous voyez que ça bouge, et quand ça bouge, c'est lié à l'activité. Et quand ça bouge pareil entre deux régions, par exemple celle-là et celle-là, vous voyez que c'est le même profil. C'est ce qu'on appelle le système BOLD. Donc, ça mesure, si vous voulez, la consommation d'oxygène, hein, de cette façon. Donc, les formes oxygénées et non oxygénées de l'hémoglobine n'ont pas la même tête dans un champ magnétique. Donc, cette consommation d'oxygène, on peut la suivre comme ça. Donc, plus on pense et plus on consomme d'oxygène. C'est pour ça que c'est dangereux, parce que ça fait des radicaux libres, ça tue les neurones. Donc, il ne faut pas penser trop. Donc, en revanche, vous voyez ici, par exemple, que cette région d'intérêt ROI, c'est-à-dire Region of Interest, cette région d'intérêt ici, bah, elle n'est pas connectée avec celle-là. Vous voyez que ce n'est pas du tout la même signature BOLD de consommation d'oxygène. Hein. Mais vous pouvez le faire aussi entre deux animaux différents. Par exemple, vous allez prendre un macaque et prendre un sapiens, et vous allez faire regarder un film de Sergio Leone, Le Bon, la Brute et le Truand, c'est ce qui a été fait dans cette manip. Et vous voyez qu'au niveau cortical, visuel, ça répond pareil. Donc, vous dites, ah ben, il voit la même chose. Évidemment, il voit la même chose, il voit un type à cheval. Mais est-ce qu'il comprend la même chose? Ça, c'est une autre question importante. Et ça, quand on fait ça, on est capable de regarder, si vous voulez, les corrélations. C'est un papier qui a été... Je vous ai juste 2 diapositives, parce que je vais y revenir après, et j'en ai besoin pour la suite. Sur 2 articles qui ont été publiés dans les groupes de Guy Orban et de Wim van Duffel, en 2013, hein, 2012-2013. Et donc, ça, c'est un article. Le premier, c'est un article technique qui permet de montrer qu'en fait, on peut donc comparer l'activité des cerveaux de 2 espèces différentes soumis à une tâche identique. Hein, donc, et on peut le faire pour toute région du cortex à ce moment-là. Donc, ça permet de faire des cartes qu'on appelle les cartes de corrélation d'activité interspécifique, les cartes ISAC. Et ça consiste à détecter par fMRI des profils d'activité similaires entre différentes espèces. Et dans le cadre d'une tâche similaire, par exemple, ou en réponse à une même stimulation sensorielle.
Donc là, c'est ce que je vous montre ici. Je pense que c'est ma diapositive numéro combien? 16, oui, celle-là, c'est ce que je vous montre là. Donc ça, ils ont fait ça chez 4 macaques et 24 humains. Et donc, ils ont écouté des séquences de 30 minutes, ils ont regardé des séquences de 30 minutes de Sergio Leone. Alors, je ne sais pas s'il y avait la musique avec, mais bon, quand même, la chose la plus intéressante. Hein. Donc, ils ont regardé ce qui se passait. Quand on fait ça, hein, on peut regarder comment répond le cortex. Et vous voyez que, par exemple, si vous regardez chez l'humain, on voit tout de suite les réponses du cortex chez l'humain. Donc, par exemple, vous voyez que chez l'humain, les aires frontales ne sont pas touchées du tout. Mais en revanche, Sergio Leone fait vraiment penser les singes. Parce que dans les aires frontales des singes, là, ça y va à fond la caisse. Hein. Peut-être qu'ils se demandent ce qui se passe, quoi. Mais si vous regardez des aires du cortex temporal, hein, auditif, par exemple, alors chez les humains, c'est très fort, mais c'est très faible chez les singes. Et ça permet, si vous voulez, de faire des corrélations d'activité entre les deux espèces et ensuite de voir d'une certaine façon les réseaux différents, de connexions différents entre l'homme et le singe, et aussi l'apparition d'aires ou l'agrandissement ou le rétrécissement des aires, respectivement chez le singe et chez l'homme. Et pour aller un petit peu rapidement, je vous reprends cette image. Donc, en fait, il peut y avoir de nouvelles aires qui apparaissent, il peut y avoir de nouvelles connexions qui apparaissent. Et ça, on peut le voir, parce que pour qu'une aire réponde de la même façon à un signal BOLD qu'une autre, il faut qu'il y ait une connexion entre les deux aires. Donc, il faut, par exemple, que votre cortex frontal soit lié à votre cortex visuel. Hein. Et donc, ça, c'est assez utile, parce que vous voyez que ça permet, pour différentes aires cérébrales, de voir comment, par exemple, vous prenez l'aire C7, qui est le médial préfrontal cortex, hein, et vous voyez qu'entre le singe et l'humain, il y a une modification de la taille. Là, on a mis à taille égale, hein, on a aplati le cortex et puis on les a fait de taille égale. Donc là, oui, évidemment, c'est pour le C13, qui sont des aires associées au langage. On voit bien qu'entre l'humain et le macaque, hein, il y a des différences notables. Donc on peut regarder l'agrandissement de l'aire en fonction de l'agrandissement général du cerveau et se dire cette aire a augmenté ou cette aire est apparue à la suite de l'agrandissement du cortex entre le macaque et le sapiens. Donc ça, je pense que c'est intéressant parce que ça vous donne une petite idée de la réponse, hein, comment on peut répondre aux questions qui sont posées par, en particulier dans cet article de Neal. Donc, l'agrandissement de la taille globale du cerveau, ce qui apparaît, c'est que ça s'accompagne soit de l'apparition d'aires nouvelles, ça c'est vrai, soit le plus souvent de l'agrandissement, mais aussi parfois de la diminution relative d'aires déjà présentes chez les macaques, et donc de répondre à ces questions-là. Donc, ça, je vous le dis, parce que c'est des choses sur lesquelles je reviendrai, et j'avais besoin de faire ce rappel de l'année dernière, avant de partir à des choses nouvelles. Mais avant de faire ces choses nouvelles, je vais vous donner une série de diapositives qui sont des diapositives plutôt d'ordre technique. J'ai besoin de vous rappeler un certain nombre d'approches, qui sont des approches très importantes, pour que nous puissions comprendre dans les 2 cours qui restent, et peut-être l'année prochaine du coup, comment on peut analyser de façon expérimentale beaucoup de questions qui sont liées à l'évolution du cortex chez les primates. Donc la première question, c'est celle des cellules souches inductibles, les IPS, hein. Induced Pluripotent Stem Cells. Hein. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je prends un fibroblast et puis je le transforme en cellule embryonnaire et je peux refaire un embryon à partir du fibroblast. Hein. Je peux faire ça. Alors pourquoi c'est important? Parce que dans les recherches qui sont les nôtres, l'évolution en particulier, tout doit s'appuyer sur une base expérimentale. Hein, et ça, c'est vrai aussi en évolution. Et l'évolution expérimentale, ce n'est pas facile. Et on a déjà fait un gros progrès avec les techniques de séquençage de l'ADN ancien. Ça a permis des avancées considérables. Si on compare le génome de Sapiens avec le génome des primates anthropoïdes,
Bon, mais aussi des humains archaïques, hein, comme Néandertal ou comme Denisoviens, les Denisoviens. La comparaison des génomes apporte énormément d'informations sur l'évolution, évidemment, le long des lignées des hominidés, par exemple, mais aussi quand on a divergé du côté des grands singes, et des chimpanzés en particulier. Mais ça ne suffit pas. Hein. La génétique, évidemment, une science très importante. Et même l'épigénétique, vous verrez, on peut faire de l'épigénétique ancienne. C'est-à-dire quelles sont les régions, par exemple, qui sont méthylées dans l'ADN chez Sapiens et chez Néandertal. Si j'ai le temps, j'aurai ça ce soir, sinon vous aurez ça la prochaine fois. Mais il faut aussi comprendre ce qui se passe au niveau cellulaire. Évidemment, ça, c'est impossible. Hein. On ne peut pas aller prendre un embryon de singe et le mettre en culture. Là, vous aurez tous les problèmes du monde. Quant à un embryon de Néandertal, ça ne va pas être fastoche. Hein. Donc, on ne peut pas travailler sur les chimpanzés, on peut travailler très peu sur les humains, sauf par le biais de la clinique, bien entendu. Et puis bon, pour les espèces éteintes, ça va de soi. Donc les IPS, hein, elles permettent de développer des tissus embryonnaires à partir de cellules différenciées qu'on a récupérées sur un animal, hein, sur un chimpanzé. Par exemple, on peut prendre un morceau de poil de chimpanzé ou de fibroblaste de chimpanzé, le faire une cellule embryonnaire et le faire se redifférencier en neurones. Et alors là, c'est vraiment important donc, de faire des IPS. Et donc, ou bien on peut prendre une IPS humaine, hein, et puis lui introduire une mutation qu'on sait exister chez Néandertal. C'est-à-dire si on voit une différence entre l'humain et le Néandertal au niveau de la séquence des génomes, puisque c'est là, on dit tiens, il y a ces deux mutations qui sont apparues chez Sapiens, par exemple dans FOXP2, hein, je vais l'introduire dans l'IPS humaine, je vais revenir, je vais faire un FOXP2 de Néandertal, mais ce n'est pas vrai parce que Néandertal est le même FOXP2 que nous, mais c'est un mauvais exemple. Je vais faire pour le chimpanzé, d'accord. Mais je peux aussi prendre des mutations qui sont apparues, des séquences qui sont différentes entre nous et le Néandertal. Je vous dis l'autre jour, il y a 61 indels qui ne sont pas présentes chez Néandertal, qui sont présentes chez nous, qui sont des régions qui ont été délétées entre le chimpanzé et nous. Il y en a 70 et il y en a 61 qui sont toujours présentes chez Néandertal. Alors, je vais prendre ça, je vais le balancer dans une IPS humaine, et puis je vais me faire une IPS en fait de Néandertal, d'une certaine façon, pour ce caractère-là, bien entendu. Et puis ça, ensuite, je vais en faire ce que je vais vous dire tout à l'heure. Alors, cette question est importante. C'est en fait la question de comment acquérir la totipotence. C'est-à-dire, j'ai un fibroblaste qui est différencié en fibroblaste, et maintenant je veux le transformer en cellule embryonnaire. Et c'est une très vieille histoire. Hein. Ça avait été la question de la totipotence, c'est-à-dire que quand je prends un noyau de fibroblaste et je prends un noyau de neurones, ils n'expriment pas les mêmes gènes, mais est-ce que tous les gènes sont là, hein? Weissman pensait que non. Eh bien oui, ils sont là, sauf dans les cellules. Il y a des différences dans les cellules immunitaires, bien entendu, mais bon, c'est autre chose. Et donc, c'est un truc qui a commencé dans les années 50 avec Briggs et King. Et puis, vous vous rappelez l'affaire Dolly, hein, pour ceux d'entre vous qui étaient là à l'époque. On prend une cellule de gland mammaire et on la refait en IPS, et puis on en refait une cellule embryonnaire, et puis on la réinjecte, et puis on fait une nouvelle brebis, Dolly. Vous vous rappelez pas? Non. Ça a pourtant fait du bruit. Hein. Bon, certains n'étaient pas nés, évidemment, mais bon, ça c'est une autre affaire. Donc on peut reprogrammer de différentes façons. Là, je vous ai mis différentes façons qu'on a de reprogrammer. Je ne pense pas qu'il faille insister énormément, mais bon, par exemple, pour faire un nucléaire transfert, vous prenez un noyau de cellules différenciées et vous l'injectez dans un œuf dans lequel vous avez retiré le noyau. Et est-ce que ce noyau-là va être reprogrammé? Ça, c'est possible, oui. Je peux aussi fusionner une cellule différenciée avec une cellule embryonnaire très jeune, hein, une cellule embryon vraiment très précoce. Bon, ça peut marcher. Je peux aussi rajouter des extracellules, ça ne marche pas très bien, ça, pour la reprogrammation. Enfin, bref, il y a différentes façons et qui ont toutes des avantages et des inconvénients, bien entendu. Mais il y a quelque chose qui a été inventé en 2006, et ça, c'est vraiment très, très joli. Alors, bon, vous voyez ça, les cellules ES, c'est des cellules
qu'on appelle les cellules S sont des cellules qui sont prises dans la masse cellulaire interne au stade blastocyte. Donc ça sont des cellules S. Ces cellules peuvent donner des embryons, bien entendu. On peut faire pas mal de techniques, mais en fait, toutes ces techniques ne marchent pas très bien. Et en 2006, Yamanaka et ses collègues au Japon ont découvert qu'avec un cocktail de 4 gènes que je peux transfecter ou faire exprimer dans une cellule adulte, un fibroblast par exemple, eh bien, je peux retransformer ces cellules en cellules embryonnaires. Et que si je prends ces cellules embryonnaires et que je les injecte dans un blastocyte de souris, eh bien, je vais pouvoir refaire une souris à partir de ces cellules embryonnaires qui dérivent d'un fibroblast. Miracle. Hein. Miracle, et le miracle s'est confirmé, parce qu'on peut faire ça aussi chez Sapiens. En 2008, ils ont montré qu'on pouvait aussi refaire des cellules souches embryonnaires à partir d'un fibroblast de Homo sapiens. Alors ça, c'est super sympa. Bon, ça ne plairait pas forcément à tout le monde, mais parce que ces cellules peuvent être ensuite utilisées et redifférenciées pour faire des neurones en culture, par exemple. Donc ça, c'est assez important. Et chez Sapiens, elles sont utilisées sur le plan en fait, de screening de médicaments, essentiellement. Par exemple, vous prenez un fibroblast de quelqu'un qui a une maladie génétique, vous le transformez, neurale, vous le transformez en neurone, et on peut faire du criblage de médicaments sur des neurones qui sont dérivés d'un fibroblast de quelqu'un qui est malade et qui avait une mutation, par exemple, et voir si on peut faire quelque chose. Donc, en plus, on peut, dans ces cellules, introduire des mutations par le système de ce qu'on appelle d'édition des génomes, CRISPR-Cas en particulier. Et je pense que vous n'étiez pas là la semaine dernière pour la conférence de Philippe Horvath, mais je pense que vous avez vraiment démontré la puissance, et puis aussi Cathy, la puissance de cette technologie qui vient en fait de quelqu'un qui a... En fait, Philippe Horvath fait partie des gens qui ont été les premiers à démontrer ça. C'est un système de défense des bactéries contre les phages, et donc il en avait besoin à cause de son implication dans la fabrication des yaourts. Donc, oui. Non, mais ce qui veut dire qu'il ne faut rien mépriser. Hein. Le système CRISPR, donc CRISPR, ça veut dire Regularly Interspace Short Palindromic Repeats. Donc ça, vous en fichez. Hein. C'était découvert en 87 chez coli, et c'est dans 40 à 90% des bactéries et des archées. Donc c'est un système qui est très très fort, très très répandu, et c'est un système antiviral. Donc, parce que dans les spaceurs entre dont je vous parlais, vous avez des séquences qui sont prises à partir des phages. Donc en fait, l'idée c'est que vous pouvez apporter une enzyme qui clive l'ADN par liaison à un morceau d'ARN qui reconnaît une séquence dans l'ADN. Et donc c'est très utile, hein, parce que si vous faites ça, eh bien vous pouvez cliver spécifiquement dans l'endroit qui est reconnu par l'ARN, vous pouvez cliver spécifiquement votre ADN, et quand vous clivez votre ADN, vous avez en général une réparation. Et pas une réparation, mais comme la réparation n'est pas fiable, ça s'appelle le non-homologous enjoining, vous introduisez une mutation. Et si vous introduisez une mutation, vous inactivez votre gène. Et vous pouvez activer le gène que vous voulez parce que c'est guidé par un ARN complémentaire. Donc c'est ce qu'on appelle le système CRISPR-Cas9 en l'occurrence, qui est très très utilisé. Vous pouvez voir partout les gens ont très peur de ça. Mais vous pouvez faire mieux parce qu'au lieu de simplement emmener un ARN qui va activer, vous prenez aussi un petit morceau qui va vous permettre de remplacer la séquence, donc de modifier votre gène, ou même d'ajouter un marqueur fluorescent comme une gène de GFP, etc. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle de l'édition des génomes, et vous pouvez faire de l'édition des génomes sur des cellules IPS. Donc maintenant, je prends une IPS d'humain, j'ai une mutation, une différence de séquence qui existe chez Néandertal, et je vais aller éditer ma cellule pour introduire la séquence Néandertal, et ensuite, qu'est-ce que je fais ? Je fais la suite, c'est-à-dire que je fais un organoïde. Et l'organoïde, ça consiste à
va refaire du cerveau, mais le refaire en boîte ce coup-ci. Donc vous voyez l'étendue de l'ouverture que ça nous offre pour l'étude de l'évolution, y compris sur des espèces qui ont disparu ou sur des espèces qui sont tellement chères, comme le chimpanzé, qu'on n'a pas le droit de travailler dessus. Hein. Donc, bon, bah, le cerveau, c'est relativement simple. Hein. Vous avez des cellules souches, ça prolifère, ça se développe. Je ne vais pas vous embêter avec ça, c'est une image sur laquelle je reviendrai. Mais il faut quand même savoir que chez Sapiens, comparément, enfin chez les animaux qui ont un gros cerveau, il n'y a pas que Sapiens qui a un gros cerveau, hein, faut pas exagérer, mais c'est nous qui avons quand même le cerveau le plus gros au bon endroit, surtout ça. Hein. Vous avez une zone ventriculaire qui s'est différenciée en zone ventriculaire interne et externe, et ici vous avez une multiplication des cellules souches qui fait que vous agrandissez, vous amplifiez énormément votre cortex. Et ce que je vous montre ça, c'est parce qu'ici, vous avez un gène qui marque en fait, cette région qui s'appelle TBR2, et c'est là-dessus que j'attire votre attention, parce que je vais donc vous montrer un petit peu comment fonctionnent ces fameux organoïdes. Donc, l'étape principale de l'organoïde, c'est de faire. Ici, vous prenez une cellule ES humaine, donc des cellules qui viennent du blastocyte, hein, qui viennent de la masse, ce qu'on appelle la masse cellulaire interne dans l'embryon précoce, et puis ben vous la faites pousser, quoi. Hein. Donc ça vous fait ce qu'on appelle des corps embryoïdes, qui sont en fait des espèces de petits embryons comme ça de cellules ES, mais ça peut être aussi des IPS. D'accord ? Ça peut être aussi des cellules de fibroblastes que vous avez transformées en cellules ES, en cellules souches, hein, et qui sont capables de refaire ce qu'on veut. Et puis ça peut être les IPS qui ont été manipulés, qui ont été édités au niveau de leur génome. Donc vous voyez tout de suite l'immense champ des possibilités qui s'ouvre à vous, parce que là, vous faites une induction neurale, c'est-à-dire qu'en fait, vous faites ce qu'il faut pour que ça se transforme en système nerveux. C'est relativement simple, il faut essentiellement inhiber les systèmes de type signalisation par les BMP et les TGF. Hein. Je vous renvoie au cours, au livre de cours, je vous renvoie aussi à des cours que j'ai dû faire, je ne me souviens même plus quand, mais j'ai dû parler de ça parce que c'est pas possible que je n'ai pas fait. Mais je suis sûr que j'ai fait. Et puis ensuite, vous prenez donc votre morceau de corps embryoïde, vous le balancez dans la matrice extracellulaire, hein, ce qu'on appelle du matrigel ici, puis vous faites pousser ça dans un réacteur, ça pousse, hein, et miracolo, vous récupérez des tissus qui ressemblent à des tissus nerveux. Hein. Et là, par exemple, ce que vous voyez, c'est des cellules qui sont relativement précoces, hein, mais on voit des cellules qui sont marquées par SOX2, qui est un marqueur de cellules souches, en rouge, et à la surface, dans la plaque corticale, en fait, vous voyez des cellules qui sont marquées par le marqueur TUJ1, qui est un marqueur de neurones. C'est évidemment très joli, hein, et ce que vous voyez, mais vous pouvez continuer, hein, à faire pousser votre affaire, et regardez, alors par exemple ici, vous voyez que vous avez PAX6 et vous avez CROX20. Et CROX20, c'est un marqueur qui est exprimé à partir d'ici. Donc vous avez déjà séparé le cerveau postérieur du cerveau antérieur. PAX6, c'est plutôt le cerveau antérieur. Ici, vous avez PAX2 qui est au même niveau que CROX20, et ça, c'est tout à fait normal. FOXG1, c'est du cortex antérieur, vous voyez ici. MX1, c'est du cortex dorsal. Hein, on voit qu'on a une bonne expression dans la région dorsale. Et vous avez ainsi pas mal de marqueurs. Ici, c'est l'hippocampe. Et FZD9 et PROX1 sont des cellules qui sont des marqueurs de l'hippocampe. Hein. Ici, c'est le cortex préfrontal, hein, qui est marqué par un gène qu'on retrouve dans certains autismes en particulier. Et NKX de point 1, c'est plutôt de la région ventrale du cortex, comme on peut voir ici. La calrétinine, en fait, ce sont des neurones interneurones, et vous voyez qu'ils sont là, ils sont en train de migrer dans le cortex, comme s'ils venaient des éminences ganglionnaires médianes. Vous savez, ces neurones qui migrent de façon tangentielle, je le disais tout à l'heure. Là, vous avez le plexus choroïde qui se développe. J'adore le plexus choroïde.
Donc, je suis très content de voir ça. C'est un marqueur TTR. Et ici, vous avez une rétine qui est en train de se former. Donc, vous avez pris donc, une IPS ou une cellule ES et vous avez manipulé de telle sorte que vous êtes capable de refaire un truc qui ressemble à un cerveau. Alors, évidemment, ce n'était pas un vrai cerveau, hein, comme dit l'autre. C'est pas parfait, mais en l'occurrence, pour certaines manips, on ne peut passer que par ça, et pas par autre chose. Donc, alors les auteurs de ces différences-là, c'est une revue que j'ai prise, je ne sais plus dans quel journal d'ailleurs. C'est de Tricky là-haut, et moi je ne vois pas d'ici. Voilà, mais bon. De toute façon, tout ça sera sur Internet, vous pouvez aller chercher, vous amuser. Donc les auteurs savent que il y a des différences essentielles entre les, comme je vous le disais, entre les humains et les souris. Hein. Et vous voyez ici que TBR1, hein, qui est un marqueur, qui est plutôt un marqueur en fait des neurones à ce niveau-là, vous voyez que vous avez, alors là c'est PAX6, les cellules souches, et TUJ1 qui sont les neurones, avec les neurones sont matures, sont à la surface. On voit bien ici, hein, c'est quand même assez joli, je dois dire. Et là, vous avez TBR1 qui est un marqueur aussi de neurones matures, vous voyez ici avec MAP2. Ici, vous avez TBR2. Hein, et vous voyez que TBR2, on le voit dans des régions qui sont dans équivalentes de la OSVZ, c'est-à-dire une région qui est spécifique en fait des grands singes et pas des souris. Hein, parce qu'il n'y a pas d'OSVZ chez la souris où elle est toute petite, on ne la verrait pas. Donc vous voyez, vous arrivez quand même à reproduire avec vos cellules ES ou vos cellules IPS humaines, vous allez arriver à reproduire quelque chose qui ressemble quand même, grossièrement, il ne faut pas rêver, qui ressemble quand même à des structures cérébrales humaines. Et je vais vous illustrer un tout petit peu ça en développant rapidement des résultats qui ont été obtenus à partir d'une pathologie hein, qui est une microcéphalie, hein, c'est un petit cerveau, qui est lié à la troncation d'un gène qu'on appelle CDK5-RAP2, vous en fichez complètement, moi aussi. Mais les collègues ont pris un fibroblaste alors, de cet enfant malade, hein, ça c'est à la naissance, vous voyez la taille du cerveau par rapport à un cerveau normal. Ils ont pris le fibroblaste de peau de ce patient qu'on appellera A3842, d'accord, et qui est déficient génétiquement de cette enzyme CDK5-RAP2, vous voyez qu'il n'est pas exprimé chez cet enfant. Et ils ont pris ces fibroblastes et ils ont fait des IPS avec. Ils ont fait donc des cellules souches induites, pluripotent stem cells, en exprimant les 4 facteurs de Yamanaka dans ces cellules. 4 facteurs qui sont 4 facteurs de transcription. Je vous ai fait un cours là-dessus il y a 3 ans, je crois, donc je n'y reviens pas. J'y reviendrai si vous voulez, mais bon, ce n'est pas le problème. Et ils ont donc fabriqué des organoïdes cérébraux. Hein. Vous voyez ici un organoïde cérébral qui est fait à partir de cellules prises chez cet humain, et là, prises chez cet humain-là. Et vous voyez ce qui se passe ici. Vous voyez tout de suite ici, vous voyez, moi je vois mal, mais vous voyez sûrement, vous voyez des fibres qui poussent. Hein. Vous avez une différenciation trop précoce de vos neurones. C'est-à-dire que vous n'avez pas laissé le temps aux cellules souches de s'amplifier avant de se transformer en neurones. Donc vous n'avez pas assez, les neurones se différencient tout de suite, mais vous n'avez plus assez à la fin parce que la différenciation s'est faite avant l'amplification qui permet d'expliquer l'augmentation de la taille du cerveau puis l'amplification des cellules souches. Et donc c'est évidemment extraordinairement intéressant hein, parce que vous voyez ici qu'au début vous avez trop de neurones, mais après vous n'avez plus assez. Hein. Vous voyez, au 22e jour en culture, si vous regardez TUJ1, qui est le marqueur neuronal, vous voyez que vous avez un marquage qui est quand même beaucoup moins fort chez votre... non, ici c'est la différenciation précoce, donc la différenciation précoce de vos neurones, alors que vous devriez être encore au stade où vous êtes souche et vous continuez à proliférer pour faire de plus en plus de neurones plus tard, bien entendu. Et ça, c'est lié à des modifications de l'axe de division de la cellule souche dans le système nerveux. Si vous avez une division qui envoie le neurone, ça c'est le neuroépithélium,
Pour agrandir la surface du rhomboïdium, il faut que le plan de division soit vertical. Si vous faites un plan de division horizontale, votre cellule part tout de suite et elle se différencie. Et c'est ce qui se passe en fait. Vous voyez l'angle de division cellulaire. Vous voyez que vous avez entre 0 et 30, c'est 100% dans le contrôle, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez une division qui permet d'augmenter le nombre de cellules dans le plan du neuroépithélium. Vous voyez que chez le malade, en fait, vous avez déjà pas mal d'angles de division qui sont entre 30 et 60 degrés, ou 60 et 90 degrés, et ça, c'est ce qui est lié à cette activité CDK5 RAP2. Donc, vous voyez quand même l'intérêt de cette technologie, c'est qu'elle nous permet, elle va nous permettre, ou elle permet déjà, de comprendre ce qui se passe dans une mutation, mais elle permet aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de faire de l'évolution expérimentale sur des animaux vivants, voire sur des espèces aujourd'hui disparues, en particulier des espèces humaines, qu'on appelle des espèces humaines archaïques. Donc, après ce petit détour technique, qui je pense a son intérêt parce que j'en aurai besoin plus tard, mais en même temps, en soi, c'est intéressant parce que ce sont les technologies aussi qui font avancer les capacités de comprendre ce qui se passe chez nous, hein, et ce qui s'est passé ce qui se passe de différent dans notre développement avec celui des chimpanzés ou des néandertaliens. Je vais revenir après ce petit passage technique, je vais repasser, si on a un petit peu de temps encore. Je ne pourrais pas aller jusqu'au bout aujourd'hui, je suis désolé. J'arrive pas. Ma fiancée me dit toujours, tu travailles trop. Mais non, c'est que ça m'intéresse. Voilà. Donc après ce détour technique, je reprends sur le langage articulé, qui, en dehors de ces importants aspects cognitifs, est aussi une question de vocalisation. Hein, je vous l'ai dit souvent, et de la faculté d'imiter, qui est un terme assez important. Donc la vocalisation fine, c'est un truc que je vous dis souvent, mais que je vous répète, s'attache à notre langage à une vraie composante anatomique, hein, qui est, par exemple, si vous voulez, la position basse du larynx chez Sapiens, ce qui fait que des fois on fait des fausses routes, on s'étrangle. Les chimpanzés ne font pas de fausses routes. Hein, nous, on fait des fausses routes parce qu'on a le larynx un peu trop bas, quoi. Et il y a aussi, évidemment, des problèmes neurologiques, c'est-à-dire la projection des motoneurones corticaux sur les motoneurones du larynx, de l'osioïde, de la langue, des lèvres, etc. Et une sorte de raffinement des systèmes moteurs, parce qu'il n'y a rien de plus fin, hein, que les mouvements que vous faites pour parler. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et je ne vais pas le développer tout de suite, mais bon, je vous rappellerai un jour ces histoires de mutation dans FOXP2, mais j'en ai déjà parlé, donc ce n'est pas la chose la plus importante. Ces deux mutations qui existent dans l'exon 7, hein, et qui ont été probablement impliquées dans le raffinement des systèmes moteurs, mais on les trouve aussi chez les néandertaliens et chez les dénisoviens. Donc c'est une mutation spécifique des humanoïdes, des humains archaïques et des humains modernes, mais qu'on ne trouve pas évidemment chez les chimpanzés. Hein. Donc les données actuelles de séquençage des génomes des humains modernes, sapiens, des humains archaïques, néandertaliens et dénisoviens, sont vraiment très complètes. Et donc je vous ai rappelé que sur les 30 000 substitutions non neutres et sur les insertions, délétions qui sont fixées dans notre lignage de sapiens, après notre séparation des autres humains archaïques, il y en a uniquement une centaine, et c'est très peu, hein, qui touchent des acides aminés. Hein. Les autres sont très probablement dans des séquences qu'on appelle des séquences régulatrices, qui sont très importantes. Hein. Et à partir de cette constatation, les auteurs de ce dont je vais vous parler se sont intéressés aux méthylations de l'ADN. Hein. Et en rapport avec la question du langage. Donc les méthylations de l'ADN, c'est des groupements méthyles qui se mettent sur des cytosines, sur des doublets qu'on appelle les doublets CPG, mais maintenant, ce n'est pas uniquement des CPG, ça peut être des CPT, des CPA, etc. Mais classiquement, c'est des dimères de cytosine et guanine. Et je vais vous montrer comment ces modifications épigénétiques, qu'on peut retrouver différentes entre sapiens
et les néandertaliens peuvent être super importantes pour l'évolution de notre capacité linguistique. Ce qui est acquis, je crois, aujourd'hui, c'est que même avec notre cerveau, hein, même s'ils avaient notre cerveau, ce qui n'est probablement pas le cas, les autres anthropoïdes ne pourraient pas avoir notre niveau d'articulation. C'est-à-dire que nos cousins chimpanzés ne sont pas seulement inaptes sur le plan linguistique et grammatical, hein, mais aussi sur le plan de la mécanique vocale. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas communiquer par des systèmes de signes, etc. Ce n'est pas le problème, même si on peut s'interroger, et moi je m'interrogerai assez facilement là-dessus, sur la complexité et la richesse de la communication entre les singes. Alors, si on s'en tient au seul répertoire vocal, l'étendue des variations phonétiques est dictée par l'appareil vocal, hein, ce qui veut dire que la position du larynx, la position de la langue, des mandibules, des lèvres, sont évidemment importantes. Et les humains sont les seuls animaux, actuellement vivants, hein, à avoir une cavité buccale dans la proportion de 1 à 1. Vous voyez, c'est carré, quoi. Hein. Vous voyez, ça, c'est la langue, ici. Là, c'est l'osioïde. Là, c'est le larynx et les cordes vocales. Et puis, en orange, quelque part, vous avez l'épiglotte, là, qui est là. Hein. Vous avez les mêmes organes chez le singe, bien entendu, hein, mais la position n'est pas la même. Hein. Et puis surtout, la cavité buccale n'est pas du tout la même. Et cette proportion, elle est spécifiquement humaine. Elle est permise par une réduction de la face. Hein, on a une face plus plate que les singes, hein, vous voyez quand même. Et par une descente du larynx. En tout cas, c'est ce qu'on observe entre nous et les chimpanzés, parce que pour Néandertal, les restes cartilagineux sont quasiment absents. Ça, c'est vrai. Cependant, les osioïdes sont similaires entre les deux espèces humaines, nous et les Néandertals, ce qui ne veut pas dire que les capacités vocales soient identiques. Mais à la fois la forme du crâne ici, hein, et l'osioïde ont la même forme chez Sapiens et chez les Néandertaliens. Donc cet article, qui est super intéressant, ça s'appuie sur quelque chose qu'on appelle le séquençage bisulfide du génome. Je vous en parlerai plus tard, c'est encore une technologie, on n'a pas assez de technologie aujourd'hui, qui a été faite à partir de fémurs, de dents, de phalanges, de côtes, hein, d'humains modernes et d'humains archaïques, hein, néandertal et dénisovien. Alors, ce séquençage bisulfite, il permet de distinguer les CPG méthylés des CPG qui ne sont pas méthylés, c'est-à-dire les cytosines qui ont un groupement méthyle, CH3, des cytosines qui n'ont pas de groupement méthyle, CH3. Hein, bon. Mais les méthylations, c'est très important parce que la méthylation des CPG régule l'expression des gènes qui sont à proximité de ces séquences régulatrices. Donc plus je suis méthylé, en gros, et moins je suis exprimé. D'accord ? Donc, et donc on peut, ce qu'ont fait nos collègues là, c'est ils ont pris 6 chimpanzés qui ont servi de groupe externe, parce qu'il faut toujours un groupe externe quand on fait de l'évolution. Si, par exemple, il y a quelque chose de différent entre Sapiens et Néandertal, mais si Néandertal est pareil à chimpanzé, ça veut dire que c'est chez Sapiens que ça a évolué. Si c'est le contraire, si c'est pareil chez Sapiens et le chimpanzé, mais différent chez Néandertal, ça veut dire que c'est chez Néandertal que ça a évolué. Et c'est ce qu'on appelle un groupe externe. Et c'est, quand on fait de l'évolution, il est toujours important d'avoir un groupe externe dans son système. Donc, en faisant ça, ils ont pris donc 6 chimpanzés comme groupe externe, et puis ils ont allé séquencer ces os qu'ils ont récupérés dans les grottes. Ouais, ça, c'est les séquences d'ADN anciens, ce que je parlais tout à l'heure. Et donc, ils ont identifié 18 000 loci qui montrent des différences de méthylation. On appelle ça les régions de différenciation de méthylation, les DMR. Et une fois, ils ont retiré tous les sites qui pourraient correspondre à des différences interindividuelles, l'âge, le sexe, les différents types de structures, etc. Et ils ont réduit ça à 6731 régions de différenciation méthylées qui ont été classées par niveau de signification. Et puis, grâce au groupe externe, ils ont permis d'identifier les lignages qui portent ces modifications. On appelle ça ces dérivés dans le lignage humain, hein, ou dans le lignage de Néandertal. Et les gènes, ce coup-ci, différentiellement méthylés, les DMG, donc les gènes, ce coup-ci, sont définis comme comprenant une région différentiellement méthylée au moins à moins de 5 kilobases de la région différentiellement méthylée. C'est-à-dire que si le gène est à moins de 5 kilobases, on estime que ça peut avoir un effet sur son expression. Donc si j'ai une
différence de méthylation et qu'à moins de 5000 bases, j'ai un gène, j'estime que ce gène a pu subir une modification d'expression du fait du changement de méthylation qui n'est pas très loin, quoi. Donc, on peut aussi regarder un tout petit peu, quand on a toutes ces régions, on peut faire ce qu'on appelle de l'ontologie génétique et regarder quels sont les termes qui sont associés sur le plan physiologique à ces changements d'expression potentiels, bien entendu. Et alors, ce qui est très drôle, hein, c'est qu'on se rend compte en fait que c'est pour beaucoup dans les régions qui sont liées à la face, hein, ou dans des régions du corps, là c'est avec une moins grande significativité, mais qui sont liées à la colonne vertébrale, à la stature, des choses qui sont différentes entre sapiens et Néandertal. Donc, ce sont des DMG, des gènes différents méthylés, qui sont dérivés des humains modernes. Les gènes affectant la voix sont les plus enrichis. Cordes vocales, larynx, mais aussi la face, le pelvis et la colonne vertébrale, comme je viens de vous le dire, 3 régions qui présentent les différences morphologiques les plus fortes entre les humains modernes et les néandertaliens. Et les mutations pathologiques, hein, qui affectent ces gènes, et ça c'est assez rigolo parce que les mutations pathologiques qui affectent ces gènes sont associés à des phénotypes vocaux. Hein. Ces gènes qui sont différentiellement méthylés entre nous et les humains archaïques, hein, quand ils sont mutés chez nous, ça fait des mutations qui affectent en fait les phénotypes vocaux. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les gènes qui affectent la voix sont les plus surreprésentés dans les gènes différentiellement méthylés le long du lignage de l'homme moderne. L'homme moderne, c'est nous. C'est sympa. Donc, on peut proposer, si vous voulez, que les niveaux de méthylation de plusieurs gènes affectant la voix ont changé depuis la séparation entre les humains modernes et les humains archaïques. Hein. Alors, bon, la question, évidemment, c'est l'étendue de ces changements et les conséquences de ces changements, bien entendu. Donc, les auteurs ont screené 100 kilobases par 100 kilobases et regardé la fraction des CPG qui étaient différentiellement méthylés chez les humains modernes et chez les régions, et ça a été computé. Et, alors, c'est tout à fait surprenant, c'est-à-dire que cette fraction est le double de la moyenne pour les gènes qui affectent la voix. Parmi les 5 gènes différentiellement méthylés les plus importants, 3 affectent le squelette du larynx. C'est des gènes comme ACAN, SOX9 et COL2A1, ce n'est pas très important, mais c'est énorme. Je considère que seulement 2% des gènes, 502, sont impliqués dans la morphogénèse du larynx. Donc, il y a 2% des gènes impliqués dans la morphogénèse du larynx, et en fait, c'est ceux qui sont les plus différentiellement méthylés entre nous et sapiens. Nous et nos petits, là. Donc, je reviendrai là, je vais m'arrêter là, mais je vais vous dire juste un truc, je reviens sur un gène qui s'appelle NFIX, hein, et NFIX est muté chez Sapiens dans une maladie qui s'appelle le syndrome de, je ne sais plus comment, Marshall quelque chose, vous pouvez voir mieux que moi, j'ai du mal à lire. Mais vous voyez que dans ce syndrome, vous avez une baisse de méthylation de NFIX, donc probablement une surexpression du gène, vous avez une sorte d'aplatissement de la face. Et il y a des troubles qui sont associés, sur lesquels je ne vais pas m'étendre. Mais si on regarde le niveau de méthylation de ce gène, on se rend compte qu'il est beaucoup plus méthylé chez Néandertal. Et donc l'hypothèse, et je reviendrai là-dessus la semaine prochaine, ou je crois la semaine prochaine, l'hypothèse, si vous voulez, c'est qu'en fait, la phase de Néandertal était assez différente de la phase de Sapiens, justement pour ces raisons de méthylation différentielle, et donc des raisons qui sont essentiellement épigénétiques, en fait. Donc vous avez une analyse de l'épigénétique archaïque, hein, qui s'ajoute à l'analyse de la génétique archaïque d'une certaine façon, qui est vraiment quelque chose d'extraordinairement important, et qui nous laisse supposer que malgré la sympathie qu'on peut avoir pour ces humains archaïques, eh ben, finalement, peut-être qu'ils n'étaient pas si malins que ça. Voilà.
je vous laisse là-dessus parce qu'on a déjà dépassé d'une dizaine de minutes et qu'il faut que je garde des cacahuètes pour la semaine prochaine. Je vous remercie.